Je m'appelle Annette. J'ai 63 ans et pendant 38 ans, j'ai cru que ma vie était exactement ce qu'elle devait être. 38 ans de mariage avec le même homme. 38 ans à préparer le café avant qu'il se lève, à repasser ses chemises le dimanche soir, à l'attendre quand il rentrait tard, sans jamais poser de questions. J'étais infirmière à domicile pendant toute ma carrière active des années, à entrer chez les gens au moment le plus vulnérable de leur vie, à tenir des mains tremblantes, à écouter des confidences que les familles n'entendaient pas. On croit qu'on connaît les gens, on croit surtout qu'on connaît ce qu'on aime. Ce mardi de novembre, je revenais de chez ma dernière patiente, une dame de 81 ans qui vivait seule dans un appartement du centre-ville de Rouen. Il était presque 11 heures du matin. Le ciel était bas, comme souvent en cette saison, et l'air sentait la pluie froide qui n'arrive pas encore. J'avais dans les mains un sac avec des éclairs au chocolat, ceux que ma petite fille Zoé adore. Elle a 7 ans et les yeux de son père, mon fils Romain. Romain habitait à 20 minutes de chez moi avec sa femme Pauline depuis bientôt 6 ans. Je passais souvent les voir le mardi matin. C'était devenu une habitude entre nous, une de ces petites constantes qui font le tissu d'une vie de famille. Sauf que ce mardi-là, en arrivant dans leur rue, j'ai vu la voiture de mon mari garée devant leur maison. Sa vieille Renault Bordeaux, avec l'autocollant de garage abîmé sur le pare-choc arrière. Inconfondable. Mon mari s'appelait Bernard. Bernard travaillait depuis 20 ans comme agent immobilier indépendant. Ses horaires avaient toujours été flottants. Ses absences justifiées par des visites, des signatures, des clients impossibles à prévoir. Je n'avais jamais eu de raison d'en douter. Je me suis garée un peu plus loin dans la rue, le moteur coupé, les éclairs au chocolat sur le siège passager. J'ai regardé la voiture de Bernard sans comprendre. Il m'avait dit ce matin qu'il avait rendez-vous à Elbeuf pour une estimation, qu'il ne rentrerait pas avant le soir. Elbeuf est à 25 km dans l'autre sens. Je suis restée assise plusieurs minutes. Quelque chose dans ma poitrine s'était serré, pas de la jalousie encore. Plutôt cette sensation qu'on a quand on rate une marche dans l'escalier, cette fraction de seconde où tout le corps comprend avant la tête. Je suis descendue de la voiture doucement. Je n'avais pas téléphoné. Je ne sais pas pourquoi. Être parce qu'une partie de moi savait déjà qu'il ne fallait pas. La porte d'entrée de chez Romain n'est pas visible depuis la rue. Il y a une petite allée sur le côté, bordée d'un vieux mur de briques. J'ai longé ce mur sans bruit. La fenêtre du salon donnait sur le jardin et il y avait un volet entrouvert. Je ne suis pas entrée. J'ai regardé par l'ouverture, juste une seconde, comme on regarde quelque chose qu'on espère ne pas voir. Bernard était là, assis à la table de la salle à manger. En face de lui, Pauline, ma belle-fille. Elle était penchée sur des papiers étalés entre eux, un stylo à la main. Il parlait à voix basse, mais la fenêtre était mal fermée et les mots arrivaient par bribes, suffisamment nets. Elle ne se doute de rien, dit Bernard. Tu la connais. Elle fait confiance à tout le monde. Pauline a répondu quelque chose que je n'ai pas bien entendu. Puis Bernard a ajouté. Le notaire m'a confirmé. Si on agit avant qu'elle comprenne ce qui se passe, on peut exclure la maison de Bretagne de la procédure. Elle n'a pas les réflexes pour contester. La maison de Bretagne. La maison que mon père m'avait laissée à sa mort il y a 10 à 7 ans. Une maison à Cancale face à la baie du Mont-Saint-Michel que j'avais passé des étés entiers à entretenir, à repeindre, à aimer. Une maison qui n'avait jamais appartenu au couple, qui était dans mon patrimoine propre depuis toujours, et que Bernard regardait depuis des années avec des yeux que je prenais pour de l'attachement. Je n'ai pas bougé. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, les mains à plat contre le mur de briques froids. À un moment, Pauline a dit « Et Romain dans tout ça ?» Bernard a haussé les épaules. Romain fera avec. Il comprendra. Son propre fils. Il parlait de son propre fils comme d'un détail à gérer. Je suis repartie en longeant le mur, je suis remontée dans ma voiture, j'ai refermé la portière sans claquer, les éclairs au chocolat étaient encore sur le siège passager. J'ai démarré. Je ne pleurais pas. Je n'arrivais pas à pleurer. Il y avait juste ce silence énorme à l'intérieur de moi, comme quand on coupe le son d'une télévision allumée et qu'on réalise à quel point on vivait dans le bruit sans le savoir. En rentrant, j'ai traversé le couloir, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai posé mes mains à plat sur la toile cirée. Cette table où on avait mangé des milliers de repas. Cette cuisine que j'avais refaite il y a 5 ans parce que Bernard disait que les placards étaient trop vieux. J'ai regardé par la fenêtre le jardin en novembre, les feuilles mortes que personne n'avait encore ramassées. Et j'ai pensé à mon père, à ses mains, à la façon dont il m'avait donné les clés de la maison de Cancale en disant « C'est à toi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. »
Ce soir-là, Bernard est rentré à 10 à 9 heures, comme prévu. Il sentait le café et le tabac froid. Il m'a embrassé sur la joue, il a posé sa sacoche, il m'a dit qu'Elbeuf c'était compliqué, les clients hésitaient encore. Je lui ai réchauffé la soupe, je lui ai demandé si les gens étaient sympathiques. Il m'a répondu avec ce petit sourire fatigué que j'avais appris à lire comme de la sincérité. Je souriais. Moi aussi. Mais mon sourire avait changé de nature sans qu'il s'en aperçoive. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas d'une insomnie agitée d'un silence délibéré. J'étais allongée dans le noir et je réfléchissais. 40 ans de métier d'infirmière m'avaient appris une chose fondamentale. Dans les situations graves, la précipitation tue. On n'arrache pas un pansement avant d'avoir tout ce qu'il faut pour refermer. On observe, on évalue, on prépare, puis on agit. Le lendemain matin, une fois Bernard parti, j'ai appelé ma sœur Brigitte. Brigitte a 3 ans de moins que moi et elle a travaillé pendant 30 ans dans un cabinet d'expertise comptable à Lyon avant de prendre sa retraite. Ce n'est pas une femme qui s'affole. Elle m'a écoutée sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a soufflé lentement et dit « Annette, avant de faire quoi que ce soit, tu vas rassembler tous tes papiers, tout. L'acte de donation de papa, les relevés de compte, les titres de propriété, tout ce qui est à ton nom seul. » Elle a pris le train le lendemain. Nous avons passé 2 jours à inventorier, classer, photocopier, l'acte notarié de la donation de la maison de Cancale, signé par mon père en 2007, était clair, bien propre, hors communauté. Mais Bernard avait sans doute trouvé quelqu'un pour lui expliquer comment contourner, comment retarder, comment compliquer une procédure au point que je renonce. Je connaissais cet homme. Il ne frappait pas de face, il usait. Brigitte a mis la pile de documents dans un grand classeur bleu qu'elle a glissé dans son propre sac. « Tu ne gardes rien ici pour l'instant. Il ne doit rien trouver. » J'ai aussi appelé une ancienne collègue, Dominique, qui avait traversé un divorce difficile 3 ans plus tôt. Elle m'a donné le nom d'une avocate maître ferrière, installée à Rouen, spécialisée en droit de la famille et patrimoine. « Elle n'est pas chère en parole, » m'a dit Dominique, « mais quand elle parle, ça vaut quelque chose. » J'ai pris rendez-vous pour le jeudi suivant en disant à Bernard que j'allais chez l'ophtalmologiste. Dans les jours qui ont suivi, j'ai continué à vivre comme avant. Je préparais les repas, je regardais les informations le soir, je m'endormais dans le même lit que cet homme dont je comprenais chaque jour un peu mieux l'ampleur de la trahison. Je n'ai pas fouillé ses affaires, ce n'était pas mon caractère. Mais j'ai écouté différemment. La façon dont il mentionnait Romain avec cette légèreté calculée, la façon dont il évitait de parler de Cancale depuis des mois, comme si le sujet lui pesait, ce que je prenais avant pour des humeurs d'homme vieillissant, je le voyais maintenant pour ce que c'était, une stratégie. Le mercredi, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 38 ans. Je me suis arrêtée à notre agence bancaire, celle où nous avions nos comptes joints depuis le début du mariage. J'ai demandé à voir notre conseiller, M. Pratt, que nous connaissions depuis une 20aine d'années. Je lui ai dit que je voulais consulter les mouvements des 6 derniers mois. Il a imprimé les relevés sans poser de questions. En les parcourant ce soir-là, installé à la table de la salle à manger pendant que Bernard regardait le match, j'ai compté 11 retraits en espèces entre 300 et 500 euros sur 6 mois. Un peu plus de 4 000 euros en tout. Des petites sommes, suffisamment discrètes pour passer inaperçues dans notre train de vie habituel. De l'argent que j'avais contribué à mettre de côté en faisant mes remplacements le week-end pendant des années, je suis allée aux toilettes et j'ai pleuré 3 minutes exactement. Puis je me suis lavé le visage, je suis revenue dans la salle à manger et j'ai dit à Bernard que le gratin était prêt. Le jeudi, j'ai rencontré Maître Ferrière dans un petit cabinet discret de la rive gauche, au 3e étage d'un immeuble sans plaque visible sur la porte. Une femme d'une 50aine d'années, cheveux courts, costume gris, des yeux qui ne perdaient pas de temps. Je lui ai tout raconté, dans l'ordre, avec les détails. Elle n'a pas sourcillé. Elle a pris des notes dans un carnet à spirale. Quand j'ai eu terminé, elle a posé son stylo et dit « Ce que vous me décrivez, c'est une tentative de spoliation de biens propres, potentiellement en connivence avec un tiers. Si les faits sont avérés, c'est sérieux sur le plan juridique. » Je lui ai dit que je ne voulais pas la guerre, que je voulais juste récupérer ce qui m'appartenait et protéger mon fils qui ne savait rien. Elle a hoché la tête. « Alors on va faire ça proprement. Vous n'avez pas à crier pour être entendu. » Elle m'a expliqué les premières étapes, sécuriser la traçabilité de la donation, constituer un dossier de preuves et surtout ne rien déclencher prématurément. Laissez-les avancer. Plus ils bougent, plus ils laissent de traces. En sortant du cabinet, il y avait une légère bruine sur les quais de Rouen. Je me suis arrêtée un moment sur le pont, les mains sur le parapet en pierre froide, à regarder la Seine en dessous. J'avais 63 ans.
J'avais passé ma vie à prendre soin des autres, et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de prendre soin de moi. Dans les 2 semaines qui suivirent, j'ai organisé un déjeuner en famille. Un dimanche classique, comme on en avait l'habitude avant que Zoé entre à l'école et que les rythmes de chacun rendent les réunions moins fréquentes. J'ai invité Romain, Pauline et Zoé. J'ai préparé un pot-au-feu, le plat préféré de Romain depuis l'enfance, avec une tarte aux pommes. La maison sentait bon. Zoé est arrivée avec ses petites bottes rouges et m'a sauté dans les bras en criant « Mamie !» comme elle le faisait toujours. Pendant le repas, j'ai observé. Bernard était détendu, presque trop. Il parlait fort, riait au bon moment, remplissait les verres. Pauline était plus réservée que d'habitude. Elle croisait rarement mon regard. Je faisais comme si je ne remarquais rien. Après le dessert, une fois Zoé installée dans l'ancien bureau avec ses crayons de couleur, j'ai posé les avant-bras sur la table et j'ai dit, calmement, « J'ai quelque chose à vous dire à tous les 3. » Bernard a levé les yeux. Pauline a posé sa cuillère. Ces dernières semaines, j'ai appris des choses que je n'aurais pas dû apprendre de cette façon. J'ai vu, j'ai entendu, et surtout, j'ai préparé. J'ai sorti de mon sac la chemise que Maître Ferrière m'avait remise, copie des relevés bancaires avec les retraits surlignés, retranscription écrite de ce que j'avais entendu par la fenêtre ce mardi de novembre, copie de l'acte de donation de la maison de Cancale avec les annotations de l'avocate et une lettre de mise en demeure adressée à Bernard, datée de la veille, signée par Maître Ferrière. J'ai fait glisser la chemise au centre de la table. Bernard a changé de couleur. Pauline a porté la main à sa bouche. « Elle fait confiance à tout le monde », j'ai dit doucement. « C'est ce que tu as dit, Bernard. Tu n'avais pas tout à fait tort. Mais confiance ne veut pas dire aveugle. » Romain regardait les papiers sans comprendre encore. Il a pris la retranscription, il a lu, je l'ai regardé lire. J'aurais voulu lui épargner ça, c'était son père, c'était sa femme, mais il avait le droit de savoir. Et d'après ce que m'avait dit Maître Ferrière, plus tôt il saurait, mieux il pourrait se protéger lui aussi. Papa. C'est tout ce qu'il a dit d'abord. Juste ce mot. Comme une question et une conclusion en même temps. Bernard a essayé de parler. Il a dit que j'avais mal compris, que c'était une discussion préliminaire, qu'il voulait simplement explorer les options. Les mots sortaient mollement, sans conviction, comme des excuses que même lui ne croyait plus. Pauline s'est levée pour aller aux toilettes. Elle n'est pas revenue de longtemps. J'ai regardé mon mari, cet homme que j'avais aimé pendant 38 ans, dont j'avais cousu les boutons de veste, dont j'avais tenu la main à l'hôpital quand il s'était fait opérer du genou, il y a 6 ans, et j'ai senti quelque chose se détacher en moi. Pas de la haine. Quelque chose de plus propre que la haine. Une clarté. Je ne te demande rien de plus que ce qui me revient de droit, j'ai dit. Maître Ferrière s'occupera du reste. Il est parti 3 jours après. 2 valises, la Renault Bordeaux et un regard en partant que je ne saurais pas décrire. De la honte peut être. Ou de l'incompréhension, il ne m'avait peu être vraiment pas cru capable. Romain a mis plusieurs semaines à parler à Pauline. Je ne m'y suis pas mêlée. Ce qui se passait entre eux ne m'appartenait pas. Mais un soir de janvier, il est venu seul à la maison, Zoé avec lui. Il s'est assis dans le fauteuil de la cuisine, celui près du radiateur, celui où il s'asseyait petit en faisant ses devoirs, et il m'a regardé longtemps sans rien dire. « Comment tu as réussi à ne rien laisser paraître ?» il m'a demandé. J'ai réfléchi avant de répondre. Parce que j'ai compris qu'il fallait d'abord que je sois en ordre, avant de faire quoi que ce soit. Il a hoché la tête, puis il a dit... Tu m'as protégée aussi. Oui, c'est ce que j'avais voulu. Pas me venger, pas détruire. Protéger ce qui pouvait l'être encore. Aujourd'hui, la procédure de divorce suit son cours. Maître Ferrière m'a dit que le dossier est solide. La maison de Cancale reste la mienne, l'acte de donation ne laissait aucune ambiguïté légale. Et les tentatives de Bernard pour la faire entrer dans le périmètre commun n'ont pas résisté à l'examen. Il y aura encore des mois de procédure, des documents à signer, des rendez-vous chez le notaire. Je m'y prépare sans anxiété. C'est du travail, et j'ai toujours su travailler. Ce qui a changé, c'est le reste. Zoé vient me voir le mercredi après-midi. Romain m'appelle presque tous les soirs. Brigitte est venue passer 1 semaine en février, et on a marché tous les matins le long des quais avant que le froid parte. J'ai repris le bénévolat à la maison de retraite du quartier. Quelque chose que j'avais mis de côté sans raison valable depuis trop longtemps. Et la maison de Cancale, je suis allée l'ouvrir début mars, la première fois depuis l'été dernier. Les volets en bois avaient gonflé avec l'hiver, la cuisine sentait le renfermer, il y avait de la moisissure dans un coin de la salle de bain. J'ai tout ouvert, tout aéré.
J'ai frotté les carreaux à genoux pendant 2 heures. Par la fenêtre du salon, on voyait la baie grise et calme sous le ciel de mars. La même vue que quand j'avais 10 ans et que mon père m'emmenait pêcher les coques au bord de l'eau le matin. Je me suis assise sur le bord de la fenêtre, les pieds sur le rebord, comme je faisais enfant, et j'ai pensé à ce que ça voulait dire tenir quelque chose, pas l'avoir le tenir, avec les 2 mains, dans la durée, contre tout ce qui essaie de vous l'ôter. Je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de ses affaires. Toute ma vie, j'ai été celle qui écoute. Mais si cette histoire peut dire quelque chose à quelqu'un qui est en train de douter de ce qu'il a vu ou entendu, à quelqu'un qui se demande si ce qu'il ressent a du sens, je veux que ce soit ceci: l'instinct d'une femme qui a vécu n'est pas une faiblesse, c'est de l'expérience accumulée. Et l'expérience, ça ne ment pas. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire de quelle ville vous écrivez. Et vous, à ma place, qu'est-ce que vous auriez fait? Il y a une chose que j'ai comprise à travers tout ce que j'ai vécu, et que je n'aurais pu être jamais comprise autrement. Ce qu'on fait aux autres finit toujours par revenir. Pas comme une punition venue d'ailleurs, pas comme un jugement extérieur, mais comme une conséquence logique, mécanique presque, de ce qu'on a semé. Bernard a passé des mois à construire un mensonge sur la confiance que je lui accordais, et c'est précisément cette confiance, cette capacité à faire confiance que j'avais développée toute ma vie, qui m'a donné les outils pour démêler ce qu'il avait tissé. Il pensait que ma douceur était une faiblesse. Il a confondu la patience avec la naïveté. Ce n'est pas la même chose. Ce qui m'a sauvée, ce n'est pas d'avoir eu de la chance. Ce n'est pas non plus d'avoir été plus intelligente que lui. C'est d'avoir su attendre. D'avoir résisté à l'envie de tout faire exploser immédiatement, ce mardi matin où j'étais assise dans ma voiture avec les éclairs au chocolat de Zoé sur le siège passager. Cette envie-là, je la connaissais. Dans mon métier d'infirmière, j'avais vu des patients arracher leurs pansements trop tôt, par impatience, par douleur, et rouvrir des plaies qui auraient guéri. Le corps sait attendre quand on le laisse faire. L'esprit aussi, quand on lui en donne la permission. Brigitte m'a dit une chose. Pendant ces 2 jours où on a trié les papiers ensemble à la table de la cuisine, tu as toujours été plus forte que tu ne le crois. Tu le sais maintenant. Je n'étais pas sûre de le croire sur le moment, mais j'y pense souvent depuis. Parce que la force, ça ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Ça ne ressemble pas à des cris ni à des confrontations dans un couloir. Ça ressemble parfois à une femme de 63 ans qui prend rendez-vous chez une avocate en disant qu'elle va chez l'ophtalmologiste, qui rentre chez elle, qui prépare le repas et qui attend. Ce que j'ai appris aussi, c'est que la vérité ne se précipite pas. On croit qu'il faut aller vite, qu'il faut parler, qu'il faut agir tout de suite sous peine de perdre quelque chose. Mais la vérité a sa propre temporalité. Elle n'a pas besoin qu'on la pousse, elle a besoin qu'on lui fasse de la place, qu'on la laisse s'installer proprement avant de la mettre sur la table. Ce dimanche de pot-au-feu, quand j'ai sorti la chemise bleue devant Bernard et Pauline, je n'avais pas peur. Je n'étais pas en colère non plus. J'étais simplement en ordre. Et être en ordre, face à quelqu'un qui pensait avoir tout calculé, c'est la chose la plus déstabilisante qui soit. Pour Romain, ça a été douloureux. Je ne me fais pas d'illusions là-dessus. Apprendre ce qu'on a appris sur son père, à l'âge qu'il a, ça laisse des marques. Mais je crois que l'ignorer lui aurait laissé des marques différentes, plus sournoises, plus longues à cicatriser. La vérité fait mal vite et net. Le mensonge fait mal doucement, pendant des années, sans qu'on sache d'où vient la douleur. Et la maison de Cancale est toujours là. Les volets ont gonflé, la salle de bain avait de la moisissure, mais elle est là. Mon père me l'a laissée en disant « quoi qu'il arrive ». Je comprends mieux maintenant ce qu'il voulait dire.